Mesdames et messieurs, c'est parti avec bon week-end sur SVTV Sacré Vision Média, Canal Pro. Merci d'être avec nous. Oui, cette semaine est très très agitée avec Ville Morte. Réussi, on n'a pas connu une grande réussite. Eh bien, on va en parler avec mes invités sur ce plateau. Il y a eu aussi la marche de membres de l'Église de Réveil pour soutenir les changements de la Constitution. Eh oui, eh bien, il y a eu cette surprise de la déchéance du gouverneur de l'Outourie. Nous avons cité le général Johnny Kachama Johnny, qui a commencé à avoir de l'opinion, pignon sur rue dans l'opinion nationale. Il était très aimé parce qu'il a vraiment prouvé que c'était un grand dirigeant qui a géré l'Outourie avec beaucoup d'autorité. Et dans cet espace, il y a eu des changements. Nous avons visité à l'époque Bounia. Quel boom! Des routes, des maisons, et la paix sociale, ainsi que le mieux-vivre, on sentait cela. Je m'en vais vous présenter mes invités sur ce plateau. Je suis avec Aristote Ngarimé. Oui, merci. Aristote Ngarimé, Merci, ça merci. va? Je me porte bien. Dieu fait grâce. Au-delà de tout, nous sommes chrétiens. Merci pour le souffle Tout de est vie. grâce. Tout est grâce. Merci pour cette bonne santé. Je me sens en parfaite santé, en bonne santé. Merci d'avoir pensé à nous, de nous avoir associés à la réflexion de ce matin. Je suis heureux. Je pense par la même occasion à mes frères et sœurs de la partie est du pays. Je fais référence à la zone où il y a la guerre, il y a les hostilités, et ainsi de suite. Je pense à eux. Je pense également... Nord et Sud Kivu, à l'occurrence Nord, Goma, Bukavu. Goma, Bukavu. Je pense aussi à mes camarades du parti qui sont arrêtés par l'ANER, des MIAP, ainsi de suite, à la suite d'une accusation fallacieuse. Je pense à mon secrétaire permanent, Emmanuel Ramazan Chadari, à Obé Minakou, aux autres camarades du parti. Je pense à eux, je pense à mon parti, le PPRD. Dans l'ensemble, je me porte bien et je me mets à votre disposition pour échanger et approfondir. Merci. Professeur En à effet. l'UPN, Exactement. vous donnez quel cours? On m'a confié des cours. La diplomatie parlementaire. Au niveau de Master 1. En effet, il existe une diplomatie appelée la diplomatie parlementaire. Depuis un temps, les États avaient le monopole de la diplomatie, qu'on appelait la diplomatie classique. Il n'y avait que les États qui exerçaient cette forme de la diplomatie. L'État X, l'État comme la RDC qui ouvre une ambassade auprès d'un État Y, les deux États entretiennent ce qu'on appelle la diplomatie classique. Mais avec la complexité de la scène internationale, il y a aujourd'hui l'émergence ou les formes d'autres diplomaties, notamment la diplomatie parlementaire qui s'exerce au sein des assemblées délibérantes. Celle-là, elle vient comme un appui à la politique étrangère, à l'État. C'est pourquoi vous voyez au sein de l'Assemblée nationale, il y a des commissions parlementaires, commissions des affaires étrangères. Et au sein de cette commission des relations extérieures, on exerce ce qu'on appelle la diplomatie parlementaire. Et il y a beaucoup de solutions que nous avons eues dans notre pays à travers la diplomatie parlementaire. C'est la médiation, les dialogues, le pourparler, faire la promotion des droits de l'homme. Donc la diplomatie parlementaire aujourd'hui, elle existe et elle s'impose. Donc c'est ce qu'il faut partager avec les étudiants. Donc c'est cette notion de la diplomatie parlementaire. Donc, il n'y a pas que la diplomatie classique, où on a le ministre Wagner, les ambassadeurs, et ainsi de suite, les diplomates, mais il y a aussi la diplomatie parlementaire qui s'exerce au sein des assemblées parlementaires. C'est ce que je partage avec lui. Je suis arrivé en retard parce qu'il fallait finir avec les étudiants de Master 1 sur la diplomatie parlementaire. La diplomatie parlementaire, nous avons vécu ça en Chiranos. Voilà. À l'époque de l'Assemblée nationale, Voilà, où voilà. la République démocratique du Congo avait occupé plusieurs fois Voilà. les postes de responsabilité au sein de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Voilà. Intéressant. Union interparlementaire. Nous avions la APF. Il y a l'APF, il y a l'Union interparlementaire, tout ça. Donc même la au niveau des sous-régions, à ces assises, voilà. avec le parlementaire congolais à l'époque, on pouvait présenter la situation de l'RDC et demander
l'appui des autres pays. Donc, la diplomatie parlementaire vient en appui à la diplomatie classique. Je suis content, très content de cette... je suis très content entre nous, franchement, je suis heureux. Hein. Ben, ce sont des choses qu'on ne maîtrise pas trop. C'est mieux. Je suis content que vous puissiez dispenser ce cours au niveau de l'université parce que la diplomatie parlementaire n'est pas trop maîtrisée. On pense que les députés ne sont là que pour voter des lois, mais ils sont là aussi pour... porter la voix de la nation. Exactement. Je suis avec quelqu'un pour la toute première fois, Aristote Ngarimé. C'est la énième fois qu'il soit avec nous, mais lui, c'est la toute première fois. Mais la toute première fois sur ce plateau, mais de toujours dans la vie courante. Il s'appelle... Ah, si on était sur les rings, c'est bon week-end. Moi, quand je présente l'émission, j'ai l'habitude de détendre. Si c'était sur le ring de catch, il y a un catcheur qui a pris l'envol ces derniers temps. Il est nigérian. Obami. Oba. Oh. Et c'était sur le ring, j'allais dire Joël Kadé. Joël Kadé Ndanga. Maître, journaliste, analyste politique, oh non, conseiller en communication plusieurs fois au sein du ministère. Mais non, mais quel parcours, Joël Kadé, bienvenue. Crispin Chibassou, merci. Merci de cette invitation. Ce plateau, vous m'avez invité le jour de l'inauguration. Oui. J'avais des petits soucis de santé, je n'ai pas pu être là. Oui. Mais aujourd'hui, j'ai dit, je dois aller voir. Je dois aller voir ce qui est simplement congolais. Cette télévision, je simplement suis sacré. Simplement sacré. Ouais. Un serviteur de Dieu, un adorateur de l'Éternel. Bien sûr. Les gens ne le savent pas, un prédicateur de la parole de Dieu. Ouais. Je suis fier d'être autour de vous, mais aussi et surtout en face d'Aristote. Merci. J'ai fini tôt avant lui en relations internationales, mais lui est allé très très vite. Aujourd'hui, il est docteur en relations internationales. Bravo. Je suis très très fier de lui. Hein. Merci. Et il est devenu docteur sous le règne de Tshisekedi, dont il est farouchement opposant. Non, mais ça entre dans l'actif du président Félix Antoine Tshisekedi. En tout cas, j'acclame le président. Non. Et pour cela, il faut changer la constitution. Non, écoutez, je n'ai jamais vu, c'est le week-end, je n'ai jamais vu un opposant soutenir la thèse. Et puis ça porte sur quel sujet? Contre le chef de l'État, il va le dire lui-même. Ah bon? Contre le règne. Donc, il traite de l'impuissance de l'État sous le règne de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Wow. Mais on l'a laissé soutenir sa thèse et je suis très très heureux, très fier de mon frère. Merci. En tout cas, c'est quelque chose que le Seigneur m'a offert dans ma vie. Je suis fier du progrès. Du succès de ceux qui m'entourent. Qu'on partage les mêmes idées ou pas, mais en tout cas, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Madame la rectrice de l'université pédagogique du Congo, mérite en tout cas mes très sincères félicitations. Le doyen de la faculté de sciences politiques administratives, le chef de département des relations internationales, tous méritent en tout cas nos félicitations. Je félicite mon ami. Il a soutenu sa thèse avec la plus grande distinction sous Tshisekedi, sous Kabila. Il n'avait pas réussi. Hein. Non seulement qu'il n'a pas de moyens, il n'a pas le pouvoir. Ça, vous savez, ça, je dois être heureux. Et quand vous parlez de la diplomatie parlementaire, vous m'avez précédé comme coordonnateur de la cellule de communication, conseiller spécial du président de l'Assemblée nationale. J'ai été pendant quelques temps comme conseiller, simple, coordonnateur adjoint de la cellule de communication. Donc, je me sens heureux de me retrouver en face des têtes bien faites. Merci beaucoup. Des têtes très, très Merci bien beaucoup. faites. Je le félicite. Il faut que je vous félicite aussi parce que, au-delà d'être analyste politique, journaliste de carrière, vous avez ajouté à votre étoffe d'être devenu cet avocat qui doit défendre les autres. Et vous aviez en œuvre. Ouais. C'était lors du procès du docteur David Balangaraï. Alors, dites-nous, du journalisme à l'avocat, vous êtes un homme trop pris.
vous avez eu du mal à terminer vos études là, de droit, mais vous l'avez fait quand même avec succès jusqu'à porter la touche. Je vis votre plaidoirie avait suscité beaucoup de réactions sur le tel. Mais Cadet, ne te crois pas sur les plateaux de télévision. Mais non, moi je dis, mais ça c'est de la jalousie parce qu'il a bien fait son travail. Félicitations. Non, dans un procès, dans une plaidoirie, il y a 3 parties, ou il y a 2 parties. La première partie, c'est la narration de faits. On le confie à quelqu'un qui sait bien présenter les faits. Et c'est ce que Maître Hans, qui était pratiquement le coordonnateur du collectif, m'avait confié. Donc, il avait demandé, vous présentez les faits, étant donné que vous avez une narration facile. Et la deuxième partie de la plaidoirie, c'est la discussion en droit. La discussion en droit, il faut maintenant dégager des infractions établies, vous donner leur élément matériel, leur élément légal et leur élément moral. Et ça devrait être rencontré par les autres avocats et qui l'ont bien fait. Et donc, à ce niveau-là, bon, je fais intégrer ça dans l'ignorance, et surtout de certains journalistes, certains confrères, certains anciens confrères, parce que je ne suis plus journaliste. Et donc, je fais partie de ça, j'intègre ça dans l'ignorance, parce qu'ils ne savent pas qu'il y a d'un côté, en ce qui concerne une plaidoirie, la narration de faits, donc vous revenez de la manière dont les faits se sont déroulés. Dis-moi, attendez, je vais vous mettre me sentir dans votre peau d'avocat. Quand vous étiez devant les micros là et en train de faire la narration de faits, qu'est-ce que vous pensez à quoi? Dis-moi, on va me suivre, Joël Cadet, ancien journaliste, l'avocat. Dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé dans votre type conscient et dans votre corps? Crispin, c'était tout simplement défendre un homme qui a sauvé 2 vies, la vie du bébé et la vie de la jeune femme, qui ne voulait pas qu'on touche à ses parties intimes. Il y a eu un premier avocat, Mangwao, qui est arrivé, qui a fait son travail, et la femme lui a aspergé son sang dans les yeux, il ne savait plus regarder, il est allé pour se laver. Il y a eu Yangabor qui est arrivé, il a tenté, il a fait une première suture, ça n'a pas réussi. Et le pasteur David arrive et à son tour, malheureusement, la dame refuse d'obéir. Et c'est la grand-mère de la dame, parce que cette dame, c'est une chéguée. Sa mère est morte également de suite d'un accouchement. Et l'enfant a 5 ans aujourd'hui et toutes les 2 sont sur la rue. Donc, elle est rentrée uniquement chez sa grand-mère pour l'accompagner à l'hôpital. Ils ont été à l'hôpital des Sœurs, les gens les plus douces. Ils n'ont pas pu réussir, on l'a envoyé. Et là, il avait déjà perdu pendant 2 heures beaucoup de sang. Vous savez que les corps humains, vous comme moi, c'est 3,5 litres du sang. Et on ne pouvait pas passer outre d'administrer quelques fessées pour lui permettre d'être suturé et être sauvé. Et elle a été sauvée. Malheureusement, il y avait une stagiaire d'une école technique médicale qui était là, qui a pris les images et qui a promis au docteur de lui faire du mal. Elle a collaboré avec la famille de la dame pour divulguer, pour filmer. D'ailleurs, quand vous voyez le processus de filmage a commencé avant. Quand le docteur se retourne derrière, on lui dit on filme. C'est une infirmière qui interdisait. Mais il dit non, n'arrêtez pas, continuez à filmer. Parce qu'il voyait déjà sa carrière en danger. Sa carrière en danger, étant donné que la femme, si elle mourait, il partirait en prison. Et pour avoir au moins des preuves à exposer devant sa hiérarchie, il était obligé d'autoriser qu'on filme. Mais quand il a fini comme la chose s'est bien déroulée, il n'a même pas eu besoin de ces images-là. Il n'en a pas eu besoin et puis il l'a laissé. Bon, la fille est allée contacter la famille pour qu'on publie. Malheureusement, ça a pris une ampleur et comme la première dame, la distinguée première dame, est entrée en jeu, tous les ministres ne pouvaient que lui emboîter le pas. Et d'ailleurs, je vais vous livrer un secret. C'est un ancien ministre, le bâtonnier Mouyambo, qui m'a demandé, qui m'a appelé, Jean-Claude Mouyambo qui m'a appelé pour dire, en tout cas, toi, en tant qu'avocat, tu dois saisir la justice contre le docteur. Alors, j'appelle, on me dit non, il est au casier judiciaire. Quand il m'explique les faits, je dis non, je ne
peux pas aller contre celui qui a sauvé la vie, qui est un héros. Et ce n'est pas la première fois. À Dimbélenge, il était resté le seul médecin à l'hôpital pendant les phénomènes comme ça. Ah bon? J'ai dit, je dois aller le défendre. Et c'est pour cela que j'ai porté ma torche pour le défendre. Ah ben, il y a ceux qui ont dit que ce médecin a été libéré, il a eu la vie sauve parce que, excusez-moi, on a dit qu'il est du Kasaï. Bon, vous savez, c'est facile aujourd'hui de se lever contre les Kassaïens, contre les Balouba. Vous et moi, excusez-moi, nous sommes Kassaïens. Je ne sais pas quel avantage vous, en tant que Crispin Tubas, vous avez déjà eu au nom du Kasaï. Et si, personnellement, moi, j'ai connu les ennemis dans ma vie, ce sont les Kassaïens. Celui qui a été promoteur de ma thèse, qui a été le directeur de mon mémoire en relations internationales, ce fut professeur Kadoni Ngoye Kapalaï. Et ceux qui se sont battus pour que je ne puisse pas distinguer, mais lui s'est battu, il était de la province orientale, il est de l'Issiro. Mais quand vous regardez dans mon entourage, ceux qui nous ont combattus sont les Kassaïens. C'est ce qui dit au pouvoir. Moi, j'ai perdu ma vue à cause de la lutte aux côtés de l'UDPS. Mais qui est-ce qu'il nomme? Qui est-ce qu'il privilégie? David s'est battu seul, avec ses conseils. Et dans le collectif des avocats de David, il n'y a pas eu que des Kassaïens. C'est un faux débat. C'est un très faux débat pour dire que non. Lui, il est devenu docteur. Sou Tshisekedi, il est du Kasaï. S'il était du Kasaï, on allait dire on l'a privilégié parce qu'il est Kassaïen, il est Moulouba. Mais il n'est pas Moulouba. Merci beaucoup. Aristote est là, docteur en relations internationales. Aristote Ngarimé, professeur à l'université. Professeur d'université aujourd'hui. Sou Tshisekedi, Sou Kabila, il n'a été qu'un assistant, un chef de travaux. Et puis il n'a même pas d'argent. Voilà, Kabila, comment Aristote Ngarimé. Lui doit entrer à l'Union sacrée. Et puis il doit se battre pour le changement de la Constitution. Qui continue à rester kabiliste malgré le régime. Exactement. Le régime démocratique. Le régime démocratique de Félix Tshisekedi. Allez, on va marquer une petite pause, mesdames et messieurs, pour continuer. Bon week-end dans quelques instants. On se retrouve pour la suite. David, Trésor à la régie. Est-ce qu'on peut partir pour notre jingle et on revient? Bon week-end sur SVTV Sacré Vision Média, Canal Pro. Nous sommes de retour, mesdames et messieurs. Aristote Ngarimé, aujourd'hui, face à Joël Kadendanga, un homme très pointu avec ses analyses, mais à côté, il y a un professeur d'université, Aristote Ngarimé, vous l'avez félicité pour l'autre fois. Il était en face des Kassongo Delphin, un tonnetriant très farouche envers ceux qui ne sont pas d'accord avec le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il s'est dit, lui, défenseur du régime. Mais aujourd'hui, nous allons parler de l'actualité. Cette semaine était caractérisée par l'appel à la ville morte. Mercredi 3, on a semblé vivre quoi? Le débat, le combat des gladiateurs. Non, c'était le combat des idées, mais entre les opposants et la majorité présidentielle, il s'est trouvé qui? Le peuple. Et ces jours-là, il y a eu quoi, Yassi? Il y a eu le peuple qui a répondu présent sur les rues pour aller au travail, mais il y a aussi ceux qui sont restés à la maison. Comment quantifier cela? Parce qu'on se rappelle de l'époque de ces Tshisekedi, non pas Tshilombo, Etienne Tshisekedi Wamulumba, quand il appelait à la ville morte, c'était ville morte. On ne sentait rien. C'était vraiment le calme. Mais le calme n'a pas été total ces jours-là. On en parle avec mes invités. Aristote Ngarimé. Oui. Analyste politique, proche de l'opposition, mais l'opposition la plus radicale. Dites-nous, comment avez-vous vécu ce jour du 3 juin 2026 qui va marquer l'actualité au courant de ce mois? Merci, cher Tibassou. Ce qu'il faut rappeler, à l'entame de nos propos, ce qu'il faut rappeler,
La ville morte, c'est une vieille recette de l'IDPS. Nous autres, jeunes à l'époque, nous avions connu cette pratique des villes mortes sous l'IDPS. C'est une vieille recette qu'on a en effet réchauffée pour proposer à l'IDPS. C'est l'IDPS qui a initié ça sous Mobutu. Donc on n'a fait que réchauffer, on n'a rien à inventer. Rappelez-vous, à l'époque, les sphinx de Limité, lorsqu'il déclara « Nous n'allons pas sortir, il ne faut pas manger telle somme de billets, tout ça. » Les Mokomboso. Mais la ville était... Non, là, c'était l'appel à la ville était réellement... On appelle ça comment morte. Non, le Komboso, c'était, il avait demandé à ce qu'on ne puisse pas consommer tout ça. Cet argent. Exactement. Ça a créé des zones monétaires. Voilà. Ce qu'il faut d'abord... Trois zones monétaires. Ouais. Ce qu'il faut retenir, que c'est une vieille pratique qui émane de l'IDPS. Et en effet, parce que connaissez-vous 2 ou 3 partis politiques qui s'est illustrés à travers des villes mortes dans ces pays? Vous allez citer que l'IDPS. Ça, c'est la vieille pratique de l'IDPS. Ville morte sous la dictature du maréchal Mobutu. Mais les Sphinx, à travers son parti, défiaient maréchal à travers la ville morte. Donc, c'est l'IDPS qui nous a amené cette recette qu'on a réchauffée aujourd'hui. Donc, de 1 et de 2, à retenir également, bien que Mobutu était dictateur, nous sommes tous d'accord ici que maréchal Mobutu fut un dictateur. Bien qu'il soit dictateur, qu'il était dictateur, mais IDPS faisait des villes mortes dans ce pays. On n'empêchait pas IDPS. Il faisait des villes mortes dans ce pays, sous la dictature. Donc, c'est ici le lieu et le moment de féliciter les opposants qui n'ont fait que réchauffer la nourriture de l'IDPS pour nous proposer en 2026 des villes mortes. Maintenant, une question se pose. Quel est l'impact d'une ville morte? Exactement. Il faut retenir que c'est une des expressions démocratiques. En d'autres termes, c'est une expression démocratique. C'est le fait de présenter son mécontentement à la suite d'une gouvernance ou soit d'une politique. Donc, c'est montrer que je ne suis pas d'accord avec vous. En conséquence, je reste chez moi, je ne fais rien. L'objectif, c'est de faire passer un message. L'objectif, c'est de faire comprendre celui qui vous gère que l'optique levée, ou soit la gouvernance ou la loi que vous voulez faire passer à l'Assemblée nationale, ce n'est pas à notre avantage comme nation, comme État. Raison pour laquelle nous voulons faire passer un message à travers une ville morte. L'objectif, ce n'est pas de brûler. L'objectif, ce n'est pas de casser. L'objectif, ce n'est pas de faire des actions subversives. Mais l'objectif consiste ici à faire passer un message. Donc le message était passé. C'est pourquoi nous félicitons celles et ceux qui ont accueilli en effet cette ville morte. Parce que le message est passé. Maintenant, il faut évaluer. Avant l'évaluation, il faut parler très vite. Vous avez bien expliqué. L'appel à la ville morte est une expression purement démocratique. Exactement. Pour démontrer sa position face à ce qui a été pris comme action politique ou action parlementaire. Exactement. Pour le fait, nous sommes au Parlement avec le vote de la loi sur le référendum. Voilà. Venons-en sur le fait. L'appel à la ville morte a été effectué par les leaders de l'opposition. C'est vrai. Mais là où le bas blesse, le président Fayoulou, le président de l'envol des lycées Sanga, Prince Epengue, Moïse Katumbi, non, je reste sur les trois, je sais pourquoi. Le président Fayoulou, moi, je ne sais pas quelle la cité. Attendez. Il faut que les gens comprennent. Vous savez bien, c'est l'expression démocratique. Pour respecter la ville morte. Prince Epengue, Boba Telami Tukanabino, Oyegobima, Orabimisamu Tukanaye, quoi? Soki Libanga, déjà, est-ce que on appelle
au libre arbitre de ceux qui sont d'accord avec vous pour rester à la maison, ou ça devient une sorte de menace pour que ceux qui vous écoutent aient peur de sortir et qu'en revanche, que vous puissiez revendiquer la réussite d'une ville morte. Vous avez dit c'est une vieille recette. On connaît comment ça se passe, comment ça se passait avec Étienne Tshisekedi. Mais là, on a senti que les acteurs politiques précités ont presque menacé la population. Comment peut-on comprendre cela? J'ai compris votre exposé. Je suis tenté de dire que je suis d'accord avec vous. Je suis contre les actions subversives. Je l'ai dit ici. Ça veut dire que renverser le régime par des voies illégales ou soit brûler les pneus, de tels appels, moi personnellement, comme intellectuel, nous sommes contre ces actions subversives. Ça n'a pas sa raison d'être. Vous voyez? Mais il faut aller en profondeur pour analyser. Lorsqu'on déclare que la ville, elle est morte, une ville morte, qu'est-ce que cela veut dire? Une ville morte, qu'est-ce que cela veut dire? Quel est le contenu que vous, M. Crispin Tibassou, vous donnez à ce concept ville morte? Ce n'est pas un concept innocent, ce n'est pas un concept vide, il y a un contenu. D'abord, on dit une ville morte. Ça veut dire qu'il y a une ville où il n'y aura pas d'activité. C'est une ville où nous voulons nous mettre ensemble avec le peuple pour dire non à une gouvernance. C'est une ville où nous allons accepter, nous allons assumer tout ce qui va arriver parce que nous déclarons que c'est une ville morte. Pas des actions subversives. Pas des actions subversives. C'est-à-dire que nous voulons que la ville soit réellement morte. Quand on dit une ville morte, ce n'est pas une ville vivante. Il y a quand même une différence, c'est facile. Une ville morte, ça veut dire que... Notons que le celui qui estime que... Là, je suis contre. Je ne l'ai pas suivi. Je n'ai pas suivi. S'il a réellement dit ça, je ne sais pas. Là, c'est... C'est un discours constitutif même à une infraction. Ceux qui disent ça à un leader, moi je ne sais pas s'il a réellement dit ça, mais ça pose un problème. Du temps de Sphinx Félix Tshisekedi, lorsqu'il était en train de convoquer la ville morte, ça s'est passé comment? Vous êtes d'une certaine génération, avec Maître Joël Cadet, vous en savez peut-être plus que moi, d'une certaine génération. Mais lorsque les Sphinx demandaient, déclarer, convoquer la ville morte, les élèves partaient-ils à l'école? Est-ce qu'il y avait les activités? Parce que c'était une ville morte. Alors, mais il ne faut pas aller casser, il ne faut pas aller piller, il ne faut pas toucher le particulier. Mais l'objectif, c'est de rendre la ville morte afin de faire passer un message. Alors, si vous voulez que ce soit autrement, alors ce n'est pas une ville morte. D'accord, je vais accorder la parole à Joël Cadet Ndanga. Vous avez suivi. Vous avez suivi M. Aristote Ngarimé. Il a démontré que la ville morte, c'est une expression purement démocratique qui est une vieille recette des l'UDPS. Aujourd'hui récupérée par les C24. Votre réaction? Non, vous savez, il y a deux communicateurs de l'opposition avec qui je suis très très heureux et à l'aise sur un plateau. Il s'agit bien sûr du professeur Aristote et de mon ami Barnabé Milingano qui est en prison parce qu'ils gardent un peu leur rationalité. En parlant de Barnabé, je veux vous couper un peu la parole parce que vous m'avez donné une idée. Je me dis, est-ce que Barnabé Milingani n'est pas dans une sorte de logique de l'acteur de Prison Break? Aller en prison pour un objectif bien précis. Non, je crois que Barnabé... Attendez, vous rappelez de Prison Break? Je connais Prison Break avec Michael. Oui, l'acteur est parti en prison, pourquoi? Parce qu'il devait libérer son frère. Alors, Barnabé, pourquoi il aime la prison? Bon, il aime la prison. Je ne vois personne aimer la prison. Moi, je crois aimer la prison. Mais écoutez, l'acteur principal de Prison Break avait commis sciemment les actes
pour qu'il soit arrêté, qu'il soit maintenant en prison. Mais j'ai l'impression que Barnabé se trouve dans cette logique-là. Il fait le jeu qu'on puisse l'amener en prison à chaque fois. Non, c'est quoi en fait? Non, non. C'est une réflexion. Cette diversion-là, je vais m'y jeter. Mais en effet, je ne crois pas que Barnabé veuille la prison. Il n'y a pas quelque chose de très riche que la liberté. Vous pouvez être en prison, vous pouvez tout avoir. Mais je crois que Barnabé joue à un jeu qui est collé peut-être à sa destinée. Parce qu'en première position, Barnabé nous a révélé ici que Tshisekedi a collé en Mbouma. On l'a arrêté, j'ai couvert en tant que journaliste à l'époque son procès. Et quand on le dit à Koli en Mbouma, c'est comment il a fait un peu du théâtre. Il est entré en prison, mais Barnabé a été parmi les prisonniers les plus friqués, le plus assis. Je lui ai rendu 2 ou 3 fois visite, mais c'était parmi les prisonniers les plus protégés. Je me suis posé la question, est-ce qu'il a-t-il fait à dessein, connaissant quelque chose, révélant un secret, faisant fuiter une information? En tout cas, je suis prêt à croire que Barnabé Milingano a servi le pouvoir. Parce que la manière dont il a été protégé, il a ouvert les yeux. ouvert les yeux. Mais aujourd'hui, nous avons les généraux qui sont arrêtés. L'ancien chef d'état-major. L'ancien chef d'état-major, vous avez John Chibangu, vous avez le général Yav qui sont en prison. Et consort. Oui, ils sont... Donc, vous comprenez qu'il avait fait fuiter une information. Et d'ailleurs, quand il est sorti de la prison, nous avons été avec lui chez Mamina Abiwan. Il roule la cylindrée qu'il a. Je ne vois pas un opposant qui pouvait en avoir. Aujourd'hui, nous avons une opposition un peu, comme je dis, cafard, une opposition où vous avez les professeurs qui défendent leur thèse, qui soutiennent leur thèse. Il roule une grosse cylindrée, le professeur Aristote. Et tous ceux que je connais de l'opposition, nous n'avons pas les Christian Badibangi, paix à son âme, nous n'avons pas les Bomanza, paix à son âme. Vous pouviez aller dans une mission à Kananga, les talons s'enlèvent du soulier. Et on devrait demander au gouverneur de lui remplacer le talon de son soulier. Et aujourd'hui, Barnabé va en prison pour quelle raison encore? Non, Kagame est congolais. Et ça ne fait pas partie de la stratégie. Soit il joue les jeux de Kagame, soit il joue les jeux du pouvoir. Donc je ne vois pas, de tous les co-débatteurs intelligents, rationnels, que je connaisse de l'opposition, en tout cas, je le dis devant Dieu, je préfère être sur le même plateau avec Aristote, vous allez parler science, vous allez parler faits, je préfère être avec Barnabé sur un plateau, vous allez être factuel, vous allez parler science, je ne le vois pas en train de jouer un jeu suicidaire vis-à-vis de sa vie, non. Barnabé joue un rôle. Joue un rôle, vous m'avez rejoint, ça dit que c'est quelqu'un d'informé, il sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait. Ce n'est pas qu'il veut aller en prison pour aller en prison. Mais parlons de Kagame congolais, affirmer, faire de telles affirmations, c'est trop... Non, il y a des Rwandais qui ont condamné cela. Est-ce que, si c'est pour le pouvoir, j'ai réfléchi à haute fois, est-ce qu'il n'est pas en train d'exposer Kagame contre les Rwandais? Pour que les Rwandais disent, par exemple, comme on disait de Mobutu qu'il est togolais. Ah oui, c'est un infiltré. Pour monter les Rwandais contre lui, ça c'est aussi une hypothèse. Et deuxièmement, comme Kagame aussi est dans le pétrin, ne lui a-t-il pas filé une idée telle que ce que je réclame au Congo, j'en ai le plein droit. Ce sont des réflexions qu'on peut mener. Et donc c'est justement pour vous dire, moi je ne crois pas que Barnabé joue à la sottise, qu'il serait fou, qu'il serait ivre pour débiter de tels propos. Alors, revenons à l'actualité. Marche de l'opposition, non, pas marche, ville morte, appelée par le C24, réussite ou échec? J'ai aimé la rationalité, je le disais tantôt, d'Aristote, lorsque il dit que c'est une recette de l'UDPS. Qu'ils ont copié l'UDPS. Qu'ils ont réchauffé une recette longtemps endormie. Fakolala, Bijabita Lale, donc ils ont juste réveillé ça. Mais cette fois-ci, ce n'est pas comme
Etienne Tshisekedi Omulumba d'heureuse mémoire le disait, parce que lui donnait un mot d'ordre. Et la suite, c'était quoi? En tant que journaliste, j'ai couvert plusieurs fois les villes mortes. Vous allez trouver les jeunes gens en train de jouer. Donc, les boulevards, chaussées, j'habitais à l'époque Yolo. Devient les terrains de football. Devenez des terrains de football. Mais ici, vous avez Prince Epenge, qui sur sa page Facebook, sur son mur Twitter, X, qui menace, qui dit gardez vos véhicules à la maison. Mercredi, tout à fait ordinaire. Le transport en commun, le motard, le roi et les chauffeurs de taxi ont pris d'assaut la chaussée dès les premières heures de la matinée. Et chacun devrait observer jusqu'à 10 heures pour savoir s'il y a quelque chose. Moi, j'ai dû attendre mon chauffeur, il est arrivé à 9 heures. J'ai dit, gardez le véhicule à l'intérieur de la parcelle. À 10 heures, j'avais quelques actes, quelques devoirs professionnels à poser. Je suis sorti vers le cabinet. Je suis arrivé au cabinet. Mon cabinet se trouve autour du rond-point des Huileries. J'ai même fait un direct sur mon mur Facebook où l'engouement était total. Bien que pas d'ordinaire, mais c'était comme un samedi, c'était comme un dimanche. Commercial. Si c'est là où je dis qu'il n'y a pas un cas à crier au commerçants. Parce qu'il y a eu des menaces. Il y a eu aussi cette jeune fille ici, pour qui je suis venu au secours. À l'époque, elle était activiste dans la société civile, Senga, Gloria, qui également a menacé, qui a dit que les jeunes vont brûler les pneus sur la route, ils vont brûler, ils vont attaquer. Et quiconque pouvait être sérieux, honnête, devrait d'abord se protéger, observer comment la situation s'est déroulée. Ouais. Mais moi, mon fils, qui étudie dans une école officielle, il est allé faire son examen d'État. Et qu'est-ce que je dis? Son examen de fin d'études. Il est en pré-finale, il est en 3e des humanités, 5e secondaire que nous avons connu. Il est allé faire son examen. Et moi, j'ai dit à madame, laisse les enfants aller faire leurs examens. Et lui est allé. Il n'y a pas eu de problème. Et de l'autre côté, si l'opposition crie à la victoire, bien sûr, la ville morte a un contenu. Le contenu, c'est que nous ne sommes pas d'accord avec le changement de la Constitution. Mais j'ai entendu un Rwandais prôner pour le changement de la Constitution. Aristote le sait. Moi, c'est depuis 2007, 2008 que je me bats pour la révision de la Constitution. À l'époque, nous sommes battus avec l'honorable Vano Kiboko, l'honorable Kabila Wankoulou, ils sont vivants, parce que le principe arrêté par les législateurs à l'époque, c'était un district correspond à une province. Mais arrivé autour du district urbano-rural de Kolwezi, qui avait 2 communes rurales, 2 territoires, on dit non, on va mêler ça avec le Lualaba. Nous sommes opposés. Il y a eu le dépôt de 5000 signatures de la pétition au Parlement sous Kamere, sous Bochab, mais jamais on n'a accédé à notre volonté. En 2015-2016, nous nous sommes battus avec l'honorable Nazem Nazembe pour le changement de la Constitution. Pour 3 ou 4 raisons, j'en ai donné 10, mais je vais ici vous donner 4. Et la première raison pour laquelle, personnellement, je me suis battu en 2015-2016, Kabila était au pouvoir, c'était nous avons une constitution qui est qui a en elle-même les germes conflictogènes. Vous avez un premier ministre aujourd'hui, c'est lui qui doit tout gérer. Mais nous avons une conception chéphale du président de la République. Ça veut dire, comme dans nos villages, c'est le chef qui fait tout. C'est le chef qui est responsable de tout. Mais ici, vous avez un premier ministre qui peut refuser d'exécuter les ordres venant du chef de l'État. Et qui ne laisse pas les mains libres au président de la République de le limoger ou de le maintenir. Ce n'est pas comme au Sénégal où vous avez vu Sonko être limogé par le membre de son parti. Mais ici, il faut que le Premier ministre démissionne.
ou que le Parlement le fasse tomber. Mais quand il y a inondation, quand il y a immondice sur la route, quand il y a insalubrité, on dit quoi? Tshisekedi. Oh, Tshisekedi n'a pas de pouvoir. Deuxième raison, nous avons une constitution qui établit l'opposition et la majorité. Avec Nazem Nazembe, nous avons proposé qu'il y ait une démocratie consensuelle. Kabila l'a fait. Avec les Nemoyato, l'ancien ministre de l'Industrie, Musungai, qui était de l'opposition, mais qui l'a fait nommer au gouvernement. Tshisekedi venait de le faire avec l'opposant Muzito, avec Mutamba, et ainsi de suite. Alors, qu'on consacre ça dans la Constitution, ça veut dire les gagnants co-gèrent avec les perdants. Ça nous éviterait l'avantage, le conflit post-électoraux. Troisième raison, c'est votre ami et mon frère, moi, le VPM Liao, qui a dit que nous avons une constitution hyper institutionnalisée. Vous avez 2 chambres au niveau du Parlement. Nous avons eu un Parlement bicaméral. Les institutions budgétivores. Dites-moi quel est l'apport. Vous avez été conseiller du président de l'Assemblée nationale pendant plusieurs années. Dites-moi quel est l'apport du Sénat aujourd'hui dans notre pays. Quel est l'apport des assemblées provinciales? Quel est l'apport du CESAC face au ministère de la Communication et Médias? En principe, on pouvait supprimer le ministère de la Communication et Médias et on laisse par exemple le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement. Parce que les médias, en principe, doivent être gérés par le CESAC. Vous avez la Commission nationale des droits humains et vous avez de l'autre côté la Commission nationale des droits humains. Vous avez les conseils économiques et sociaux. Dites-moi, quel est l'apport du Conseil économique et social dans notre pays? D'un côté, vous avez un gouvernement, pratiquement, dont un membre du gouvernement a au moins 47 membres, personnel politique, personnel d'appoint, personnel administratif. J'étais conseiller, vous l'avez été plusieurs fois, j'étais directeur de cabinet d'un ministre, je sais ce que ça coûte. Et tout cet argent qui est engagé pour le personnel politique, s'il était engagé pour les investissements, on en serait où? En termes de fourniture de l'eau, de l'énergie électrique. Vous descendez aux provinces, vous avez un gouverneur qui a déconseillé un cabinet, et de l'autre côté, vous avez un gouvernement provincial d'au moins 10 personnes. Et chaque ministre a des collaborateurs. Il a son cabinet. Et vous avez l'Assemblée provinciale qui a des députés provinciaux et des assistants parlementaires. Et quand vous descendez au niveau de villes, nous en avons 39 villes. Vous devriez avoir un maire, un conseil exécutif, un conseil législatif. Heureusement qu'on n'a pas organisé les élections locales. Et vous descendez au niveau des communes. Nous en avons 37 communes rurales et nous en avons 41 communes urbaines. Chaque commune doit avoir un conseil économique, un conseil législatif et un conseil exécutif. Et vous descendez au niveau de la chefferie. Heureusement. Et si on engageait tout cet argent pour les investissements? Crispin. Et je peux ajouter la dernière raison pour laquelle moi je me bats pour le changement de cette constitution. La constitution établit qu'il y a 4 langues nationales et une langue officielle, le français. Oh, Tshisekedi se bat pour qu'il n'y ait pas de Congolais laissés pour compte. Vous savez que le débat tel que nous sommes en train de le faire ici, les personnes muettes, les personnes malentendantes, n'écoutent rien. En principe, il fallait qu'il y ait quelqu'un ici à côté de moi pour interpréter ce que je dis, pour qu'ils entendent. Or, Mme Irène Sambo s'est battue pour qu'aujourd'hui, nous ayons une 5e langue, la langue des signes. Nous n'en avons pas. L'Afrique du Sud en a voté. Le Kenya, l'Ouganda, le Zimbabwe, le Ghana, l'Égypte ont maintenant
comme 5e langue, la langue. Joël Cadet, vous avez démontré une litanie des raisons qui militent pour le changement de la Constitution. Et à l'opposé, il y a eu cette ville morte qui condamne le fait que la loi sur le référendum a été votée à la Chambre basse du Parlement congolais. Mais là, on est en face des opinions. Votre opinion démontre clairement qu'il y a des raisons réellement pour changer la Constitution, parce que le régime semi-parlementaire, semi-présidentiel, semi-parlementaire vu au Congo ne répond pas vraiment à totalité à la géopolitique nationale. Mais il y a des sous-entendus. Le changement de la Constitution pour les uns, pour vous, c'est logique par le fait qu'il faut corriger des imperfections de la Constitution. Mais pour l'opposition, c'est le 3e mandat qu'on offre au président Tshisekedi. Mais à vous entendre parler, qu'on refuse de changer la Constitution aujourd'hui, on finira par la changer. Alors, doit-on accepter qu'on la change avec Tshisekedi, ou doit-on ne pas accepter pour attendre qu'un jour quelqu'un d'autre puisse la changer? J'étais avec Aristote sur kiosque, ce canal presse. Ce que je dis aujourd'hui, il peut peut-être me contredire, me dire que Joël, tu mens. Il peut le dire, il est professeur d'université aujourd'hui. Mais moi, je me suis battu pour le changement de la Constitution. Sous Kabila, ça c'est vrai. Le problème, l'erreur que nous voudrions que les gens commettent, pour ceux qui sont pro-pouvoir, c'est de penser que en changeant la Constitution, c'est pour maintenir Tshisekedi au pouvoir. C'est une grosse erreur. Très cher frère. C'est une très grosse erreur. Et l'erreur de l'opposition aujourd'hui, c'est de croire que quand on va changer la Constitution, Tshisekedi deviendra dictateur. Non, restons scientifiques. Restons scientifiques. Et le débat doit être clair. Vous l'avez dit en posant la question à mon ami Aristote. Vous avez dit non. Écoutez, les gens ne devraient pas menacer. Et Peng ne devait pas menacer. En principe, si nous avions une justice juste, équilibrée, équitée, et Peng devrait être poursuivi. Parce que moi, je suis sorti avec ma voiture pour qu'on jette tout simplement une pierre sur ma voiture. Une fois qu'on allait jeter la pierre sur ma voiture, moi j'allais poursuivre Peng en justice. J'allais poursuivre la fille ici, Senga en justice. Parce que ce sont eux qui ont incité à la violence. Chers frères, mettons nos sentiments, nos émotions à côté. Cette constitution ne permet pas. Et aujourd'hui, avec la loi électorale telle qu'elle est définie, ce sont ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui qui resteront jusqu'à la fin de leur vie. Je ne vois pas Aristote là devenir député demain. Parce qu'ils ont tellement verrouillé les choses, aussi bien dans la Constitution qu'ailleurs. Dites-moi. Que dans la loi électorale. Crispin, lisez l'article 51. Quelle est la tribu minoritaire dans notre pays? Il n'y a pas une seule tribu minoritaire dans notre pays. Et il n'y a pas une seule tribu majoritaire dans notre pays. Quand vous descendez dans les provinces, quand on dit non, l'État doit privilégier la promotion des minorités, ainsi de suite. Mais c'est un danger. C'est vraiment un danger. Et là, on veut parler de tout ça. Écoutez, quand nous sommes, on dit Balouba, on va prendre les Louloua. Quand on descend au Kassai, dans l'espace Kassai, quand vous descendez là-bas, j'étais avec un ministre, il est VPM aujourd'hui. Je le dis à haute voix. Luaka Bwanga l'a appelé. Luaka Bwanga, comment il s'appelle? William, hein? Luaka Bwanga, l'ancien directeur de presse de... Abraham Luaka Bwanga. L'a appelé. Il parlait en Chiluba de Kananga. Il est actuellement vice-premier ministre. Il dit Kahemba. Kahemba. Mouemba, ça veut dire Louloua. Donc, entre les Balouba, entre eux, ça ne passe pas, ça ne colle pas. Donc, vous avez les Balouba d'un côté et le Louloua d'un côté. Lorsque vous descendez maintenant... Vous avez le Louloua, vous avez le Kouba aussi. C'est ce que je dis. Vous descendez maintenant dans l'ancien Kassai occidental. Vous allez voir les Louloua traiter les autres tribus, les Louloua, les Baloualois, les Kouba, les Bachilele. Ils les traitent de sous-peuples. Quand vous allez chez les Lele, il y a aussi une petite tribu là, qu'ils disent aussi que ce sont les sous-peuples. Vous descendez à Chikabo, vous avez les Bapende, les Bachoko, les Bakwanyambi, les Louloua. Et aussi, se marginalisent entre eux. Je peux aller au Katanga. Pour vous dire, quand Katanga, mais quand on descend au Katanga,
vous allez voir le Round contre les Baemba, les Baemba contre les Chokwe contre les... Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas une seule tribu minoritaire. On doit changer ça. Et je crois qu'Aristote, au regard des arguments que je viens d'avancer, il est d'accord qu'on Je pense qu'il n'aura plus d'arguments sur ce plateau. Mais aussi, non, s'il vous plaît, je voudrais chuter. C'est pour vous dire que par rapport à la journée ville morte, je ne conseille à personne de crier au triomphalisme. Ça a été le cas avec le groupe C24. Il n'y a pas eu échec, il n'y a pas eu réussite, il n'y a pas eu échec, il n'y a pas eu réussite. Chacun doit garder. Quand Feu Etienne Tshisekedi Ouamulumba donnait les mots d'ordre, j'habitais Yolo à l'époque. Quand je sors de chez moi, vous trouvez les enfants en train de jouer sur la rue. Le football, ça devenait des terrains de football. Et les étalages des marchés étaient presque vides. C'était vide. Alors, bon, je crois que Aristote, en tant que scientifique, est d'accord au regard des arguments avancés que nous devrions changer cette question. Non pas pour le maintien de ce l'opportunité pose problème. Attendez. Aristote Ngarimé. Alors, les gens se disent, mais est-ce que Ngarimé aura des arguments après avoir écouté cette présentation magistrale de maître Joël Kadendanga qui nous a révélé beaucoup de choses. Moi, ça m'a rappelé quand je grandissais à Mbujimaï, j'étais encore trop petit, mais moi qui suis Louba, on traitait les Babindi des sous-peuples. Donc, quelqu'un qui, si vous devriez avoir les domestiques à la maison, on les appelait les Babindi. Non, ça c'est Moubindi. C'est-à-dire, on ne considérait pas cette tribu comme une tribu valeureuse. Donc aujourd'hui, dire qu'il y a une seule minorité qui est de Tutsi, ça paraît un peu très péjoratif, mais du moins, vous n'avez plus d'arguments. Non. Il n'en a plus. Non, mais je tiens d'abord ici à présenter quelques indicateurs d'évaluation d'une ville morte. Pour qu'on puisse dire que cette ville, ou soit cette journée était une ville morte, il y a les indicateurs. Notamment, lorsqu'on décrète une ville morte, il faut d'abord que les écoles soient non opérationnelles. Les écoles non opérationnelles. Parce que normalement, nous devons envoyer nos enfants à l'école. Lorsqu'on dit que c'est une ville morte, vous allez constater que les enfants ne vont pas aller à l'école. Mais les enfants étaient à l'école. Ou non, les enfants étaient restés à la maison. Je vais directement parler en tant que journaliste. Ouais. J'ai suivi les reportages, pas d'une chaîne congolaise, mais TV5 Monde. Qui a présenté... J'ai également suivi. Vous avez suivi ça. Et vous avez vu que les élèves étaient à l'école. Nous sommes à Sainte-Anne à Gombe. Voilà. Quelques écoles. Qu'on se le dise, quelques écoles. Et à Bandal, moi je fais la ronde. L'école de Sévigné, il y avait des élèves qui sont partis. Gombe. Ici, la psychose était fondée sur le menace. Les menaces de Bepenge. Les gens se disaient, je risque d'avoir des projectiles, j'envoie mon enfant à l'école, il risque d'être pris à partie, je serai condamné comme parent qui n'a pas pris ses enfants, qui n'a pas pu protéger ses enfants face à la menace. C'était au fait ça. Ça donnait l'impression on voulait à tout prix réussir, mais on a dépassé les bornes, n'est-ce pas? En effet, j'étais en train de dire, de renchérir mon propos. J'ai dit que les écoles non opérationnelles, parce que nous sommes là le mercredi, qu'est-ce qui justifierait que certaines écoles ne puissent pas opérer, ouvrir les portes? C'est parce qu'il y a eu cet effet-là, il y avait cet élément-là. Vous voyez donc? Quel élément? De la ville morte. La ville morte. Non. Pas seulement l'élément. Ne liez pas. Je vous donne raison. Lorsque vous liez le propos de Penge que nous condamnons tous. Moi, je me dis ceci. Je voulais sortir. Ma femme me dit, mais baloba qui exactement. C'est ça la psychose, au fait. C'est justement. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi des gens qui ont crié à ces messages-là de la ville morte. Parce qu'il y a des gens qui étaient contre. Moi, contre mon fils reste à la maison. Il y a d'une part le propos des Penge que nous condamnons, mais d'autre part, des gens qui ont crié à cet appel
Il y a ça aussi. C'était pas, nous étions le mercredi, s'il vous plaît, le mercredi. Nous n'étions pas le samedi, le vendredi, c'était un mercredi. Donc il y a eu effectivement les écoles non opérationnelles. Deuxième élément. Ouverture timide des activités économiques. Pour en effet qualifier une ville morte, il faut notamment qu'il y ait ouverture timide des activités économiques. Je ne sais pas si vous avez fait le reportage vers Beautour, vers Zando, tout ça. Ouverture timide des activités, c'est déjà la réussite de la ville morte. Il y a notamment la circulation fluide. Vous savez, pour quitter ici à l'Ipène, pour aller en ville, il faut faire 2 heures du temps. Mais la circulation était fluide, il n'y avait pas d'embouteillage. Ça prouve qu'il y avait un problème. Il y a un groupe de gens qui ont accepté en effet la ville morte. Donc ça aussi, il faut noter. Et l'essentiel de la population était resté à la maison. L'essentiel de la population était resté à la maison. Quand on parle de l'essentiel de la population, on se base sur quelle catégorie de population? Nous nous basons sur ce que nous avions vu. Parce que vous allez me dire la majorité des populations, c'est-à-dire pour moi, on doit les quantifier dans les services publics. C'est ça qu'il y avait, il y avait carence aussi. Il y avait un sérieux problème. Non, nous avons... Il y a même une note circulaire du ministre. Le ministre a appelé à la neutralité et l'apolitisme de la fonction publique. Il a rappelé aux fonctionnaires, agents publics de l'État, qui ne sont pas appelés à respecter les mots d'ordre politiques, mais ils sont appelés à respecter le statut de fonctionnaire. Ça, c'est normal. Ça, c'est logique. Lorsque je dis l'essentiel de la population... l'essentiel de la population, je voulais quand même... Il n'y a pas que les fonctionnaires qui votent. Je parle de l'essentiel de la population. Il y a des images du VPM visitant le... Qui accepte de faire la publicité. Là, c'était un militaire qui a été... Activité commerciale. Si une certaine hésitation a été observée... Un ministre provincial en train de dire, mais ce que vous faites, c'était 11 heures. Ça, c'est ce que je vous ai dit ici, ouverture timide des activités économiques. Il y a un autre élément aussi, les dispositifs sécuritaires accrus. Je ne sais pas si vous avez circulé vers Rond-Point Ngaba. Il fallait voir là, les dispositifs militaires. Ce sont les éléments constitutifs d'une ville morte. Lorsqu'on parle d'une ville morte, il y a des indicateurs. Et j'ai présenté ici quelques indicateurs. Donc, c'était une réussite. Là, il ne faut pas... je pense même ceux qui sont au cœur du pouvoir, ceux qui sont dans la conception stratégique du pouvoir, c'est quoi que ces gens-là ont compris qu'effectivement, c'était une réussite. On ne s'y attendait pas. C'était une réussite. Donc, l'essentiel de la population était à la maison. Donc, les chailleurs, timidité dans les actions économiques, tout ça, il y a eu effectivement une ville morte. C'est une réussite. Ne voilons pas la face, acceptons. Bon, maintenant, par rapport à la Constitution, je sais qu'il a évoqué. Je voudrais juste réagir par rapport à ça avant que vous n'ayez mes arguments en relation avec la Constitution. Non, mais écoutez, j'espère que vous savez qu'à l'hôtel Fadenhaus, on a travaillé. Moi, j'ai envoyé des amis. Ils sont allés boire là-bas. Ils sont allés manger là-bas. Il n'y a pas eu ville morte. Dans beaucoup d'activités des opposants. Lui a enseigné ces jours-là. Moi, j'étais en prison pour une cause. Il y a eu audience. J'étais au palais de justice de Kinshasa Matete. Joël Kadé, moi, je me pose une question. Je me pose une question. J'ai dit ceci. Oui. Est-ce que avoir réussi à pouvoir organiser une ville morte et empêche à ce que le référendum puisse se tenir? Non. Parce que la loi a été votée. Vous savez, la Constitution est promulguée le 18 février 2006. En son article 5, il est prévu qu'il y ait une loi électorale et qu'il y ait une loi référendaire. Ce sont les deux lois qui permettent à la République de jouir, à la population congolaise, de jouir de la souveraineté. De 2006. Je me rappelle, il y avait le député PPRD, Lucas Kassongo. C'est l'actuel SPA du PPRD. Voilà. Lucas Kassongo avait proposé la loi référendaire. Ce n'est pas passé. Je crois que c'était sous votre gestion. Pendant que vous étiez conseiller du président de l'Assemblée nationale, au Parlement. Ce n'est pas passé. On ne pouvait pas laisser un vide juridique jusqu'à ce jour. C'est pourquoi le professeur Tony Mwabakazadi avait proposé. Mais le professeur Ngondankor l'a réchauffé et c'est passé. Vous savez, là où il y a
l'irrationalité ou la folie de la classe politique congolaise, surtout en ce qui concerne l'opposition, c'est quand je vois M. Sessanga se contredire. Et là, je suis vraiment ébahi. Et je me dis ici, on doit faire confiance à ces gens, parce que pour eux, ils ont focalisé leur lutte sur la personne de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alors, par rapport à cette réaction, à ce que vous venez de démontrer sur le comportement de la classe politique congolaise, nous avons suivi une image de l'émission d'une chaîne étrangère avec la participation de Prince Ipengue, et on a condamné à la classe politique congolaise, surtout à l'opposition, de ne pas présenter l'alternative sur les grands enjeux de la vie sociale, et donc on se comporte en fixisme sur la personne de Tshisekedi. Tshisekedi doit partir. Et on a même posé la question à Prince Ipengue, on ne vous a jamais vu organiser une ville morte contre l'occupation d'une partie des territoires de la République démocratique du Congo par le Rwanda. Ça paraît un peu aberrant. Non mais écoutez, le Rwanda agresse notre pays. On n'a jamais vu une marche initiée par Kabound. On n'a jamais vu une marche initiée par Sessanga, Moïse Katumbi et Kabila. Mais c'est lorsque on résout un problème d'ordre légal, d'ordre législatif dans notre pays, que vous voyez les pantins de Kagame se lever. Quand Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a dit à Christian Lusako-Eno et à mon vieux Oechi qui m'a bien accueilli à Bruxelles, je le salue en passant, il a dit que Kabila c'est le président de l'AFCM 23. Personne ne l'avait cru. Mais quand on a commencé les sanctions contre Kagame, et quand Nanga a commencé à prendre de l'ampleur, Kabila a quitté de son silence. Moi, j'aurais aimé garder ma considération de Joseph Kabila, un homme très sympathique, un homme charismatique. Mais quand sa sortie a été catastrophique, elle va arriver, qui annonce son arrivée à Goma? C'est Kamita Tsekatumbi qui annonce son arrivée à Goma. C'est le porte-parole. L'article 64 qu'ils défendent, et dans cette émission-là, ce sont les étrangers. C'est un Camerounais, c'est un Brazzavillois, qui sont en train de savonner sévèrement Prince Ipengue. Ils vous disent quoi? Il n'y a pas eu de recettes lorsque le pays a été agressé. Et ici, leur fixisme, c'est sur la personne de Félix-Antoine Tshisekedi, dont nous connaissons et le père et la mère. Donc c'est pour vous dire, ils n'ont pas d'idéal. Mais mon ami, heureusement, lui, il n'est pas à la hauteur, c'est un professeur d'université, c'est un docteur, il est à la hauteur. Aujourd'hui, pourquoi moi je ne participe plus dans des émissions de débat? Parce qu'il n'y a plus échange scientifique. Il n'y a plus de quintessence. Il n'y a plus de quintessence. On vous parle de ce que dit le roi incompétent, il bouffe là, ou on parle de ce jour. Écoutez. À un moment donné, même le goût de suivre les émissions politiques, moi je n'en ai plus. Et je suis venu chez vous, c'est quand vous m'avez dit que Aristote sera là, j'ai dit, au moins avec lui, on va parler science, on va parler factuel, on va parler des faits. Mais il n'y a plus d'émissions à suivre aujourd'hui. Donc, le vrai problème que nous avons des aigris, des gens qui se battent pour leurs intérêts. Dites-moi, où sont les enfants de Sessanga? Ils sont français, ils sont en France. Où sont les enfants de Fayoulou? Ils sont américains, ils sont aux États-Unis. Où sont les enfants? Kabound a encore des petits enfants, des enfants sont encore des petits. Et Ipengue, on me dit qu'il a acheté un appartement en Europe à plus de 100 000 $. Un chômeur. Et puis, le contraste, le paradoxe, c'est quoi? Ce sont les chômeurs qui invitent les travailleurs à rester à la maison. Parce qu'ils n'ont aucun travail. Dites-moi, qu'est-ce que Ipengue fait? Mais qu'est-ce qui peut lui permettre de s'acheter une villa en Europe? Qu'est-ce que les autres là, je ne vais pas citer leur nom. Sessanga touche 8 millions de $. Dans une société de sous-traitance à Kananga qui est en train de faire les routes. Et on trompe le pauvre peuple qui ne vit que de sa sortie. Parce que si moi, par exemple, ce jour-là, je n'étais pas sauté, je n'allais pas avoir droit à mes petites vacations qui ont permis à mes enfants d'acheter les chilungalunga, les matembele pour manger à la maison. Donc c'est pour vous dire que nos amis... Posons-nous des vraies questions. Je me dis, alors, ville morte,
Mais la loi sur le référendum a été adoptée. Est-ce qu'on peut dire les chiens aboient, la caravane passe? Parce que là, attendez, Ngari, mais les processus sont entamés. La loi a été adoptée. Est-ce que le Parlement va faire rétropédalage? Non. D'abord, il y a 2-3 éléments qu'il faut tout ici recadrer, rectifier peut-être. J'ai été très séduit par son argumentaire, tel comme il a développé sur le changement de la Constitution. Il a été profond. Je voulais un peu le raconter là-dessus. Des éléments que j'estime louables, mais cependant, il faut revenir dans le contexte. L'esprit de l'actuelle Constitution, c'était pour éviter d'avoir un président qui va rester longtemps au pouvoir, parce que c'est la source de crise. D'abord, la présente Constitution a été conçue pour donner des mandats à un président et il se retire. Premier élément. Deuxième élément. L'esprit de cette constitution encore, là il faut peut-être lire Kabuya Lumona Sando qui en a beaucoup parlé. C'était en effet pour qu'on puisse décharger le chef de l'État, le président de la République, de certains prérogatives, de certains pouvoirs afin de confier au Premier ministre. Ça vient d'où cette histoire? Ça vient de la conférence nationale souveraine. Il y a eu une conférence que nous connaissons tous. Au cours de cette conférence, les participants se sont rendus compte que le président Mobutu avait beaucoup de pouvoir. C'est là où je me dis... Laissez évoluer. Je vais quand même vous... C'est là où je vous donne raison. C'est là où je me dis, est-ce que nos textes doivent être rédigés en se calquant sur une personne? Je dis là, on personnalise les textes ou on doit se situer dans la projection d'une vie future qui ne dépend pas d'une personne. Là, la conférence nationale souveraine, hantée par la dictature, on propose cela. Nous arrivons en 2001. Nous sommes à la conférence de Sun City. À la conférence de Sun City, eh bien, ce sont des belligérants qui ne se font pas confiance. Eh bien, celui qui sera président ne doit pas durer au pouvoir. Mais quant à quelles sont les conséquences de l'organisation des élections qui coûtent autant cher à l'État que la mise en place des dispositions pour la vie sociale. Je suis d'accord qu'il faut adapter. D'abord, le président de la République n'est pas une personne, c'est une institution. Lorsque je dis président, je ne vois pas le président comme homme physique. Je vois comme une institution consacrée. Nous sommes l'un des rares pays au monde. Je parle du contexte de la conférence. J'arrive. Nous sommes l'un des rares pays au monde où la personne du chef de l'État est consacrée comme une institution. Lisez les constitutions de pays voisins. Nous, on a un peu... Donc, j'étais en train de dire, lors de la conférence nationale souveraine, les participants se sont dit que le président Mobutu, comme institution, avait beaucoup de pouvoir. Puisque nous voulons la démocratie, il faut qu'on puisse décharger le président de la République de certains pouvoirs. Raison pour laquelle, dans la présente constitution, il y a des matières où il faut les contre-saints. Bien qu'il ait le président de la République, lorsqu'il veut faire soit la mise en place, il a aussi besoin de contre-saints du Premier ministre. Parce qu'on s'était dit que l'esprit, ce n'est pas d'avoir un président tout-puissant, un président éternel, un président ad vitam aeternam. Non, c'est la démocratie. Il faut voir comment décharger le président Mobutu, institution, de certaines prérogatives. Non, mais ne partons pas seulement du président Mobutu, partons aussi de 2001 avec les dialogues intercongolais organisés par les belligérants qui ne voulaient pas voir un président avec autant de pouvoir. Aussi, mais cette constitution, l'esprit de cette constitution est parti de la conférence nationale. Exactement. Je vous dis, je sais ce que je vous dis. Oui, j'ai cité le Kabuya. J'ai cité Kabuya Lumuna Sando. Exactement, c'est ça. Si vous regardez, vous allez vous rendre compte que le Premier ministre a le pouvoir. Il y a même quelqu'un qui a parlé des primo ministériels et à un moment donné, si les gens n'ont pas compris. Vous sentez que Est-ce que le contexte actuel permet qu'on puisse changer la... Là, maintenant, il faut aller dans l'opportunité. Oui. C'est là où je vais, l'opportunité. Oui. Est-ce que c'est opportun? Vous savez, même en droit pénal, il y a la notion de l'opportunité. Ce n'est pas parce que moi, je vous ai giflé au mois de janvier et vous, au mois de décembre, vous venez me tirer une balle pour dire que je fais... c'est la réciprocité. Est-ce que l'opportunité, c'était vraiment opportun? La réciprocité, là. Donc, l'opportunité. Donc, en d'autres termes, nous sommes d'accord pour la révision de la Constitution. Il y a des dispositions qu'on peut réviser.
On peut réviser, ça c'est constitutionnel. Mais changer la constitution dans son intégralité, ça pose un sérieux problème d'abord de l'opportunité. Ça pose un sérieux problème. Eh bien, c'est c'est un débat. On parle de la loi sur le référendum. Là où on sent un peu de la tricherie intellectuelle. La machine est lancée. Hein? Il n'y a que 3 matières sur lesquelles on peut traiter. On peut faire appel au référendum. Il n'y a que 3 matières. Ouais. Mais la présente loi telle qu'initiée, on a inoculé d'autres éléments qui nous font peur. Nous, opposants, nous Congolais, nous autres. Il n'y a que 3 matières. Si on veut changer la capitale, on se dit que Kinshasa est asphyxié, il faut que nous puissions désigner Lubumbashi comme capitale. Il faut le référendum. Là, c'est clair. Deuxième élément, qu'on peut utiliser les référendums, c'est lorsqu'on veut céder une portion de notre terre. Il faut utiliser les référendums. Troisième élément, on peut utiliser les référendums pour réviser aussi certaines dispositions constitutionnelles. En dehors de ces 3 éléments ici, tels que peut-être ce que moi j'ai toujours voulu, la gestion de nos provinces aujourd'hui. La caisse nationale des péréquations pour éradiquer les déséquilibres entre les provinces. Parce que ce qui se passe au niveau de nos provinces, c'est très grave. On peut initier, on peut amender nos textes. Donc il n'y a que 3 matières qu'on peut utiliser les référendums. Et qu'en est-il de la souveraineté du peuple de l'article 5? Mais justement, ce que je vous dis ici, ça vient de là. Ça vient des référendums. Et même cette souveraineté-là est encadrée par les textes. On dit que oui, vous avez une souveraineté exprimée à travers des référendums. Voici les 3 matières. C'est ce que j'ai cité ici. En dehors de ces 3 matières, il n'y en a pas d'autres. C'est la Constitution. Vous rencontrez ces moyens-là. Bon, comment le faire? Sincèrement, c'est la Constitution. Je dois être honnête envers moi-même. Je suis vraiment d'accord avec ce qu'il dit. Mais ici, il y a un problème, comme il a dit. Il y a un problème. De l'opportunité? Non, l'opportunité... On ne peut pas choisir quand mieux faire. Cette constitution est vieille de 20 ans. Elle est vieille de 20 ans. Nous l'avons analysée. Je vous ai donné les arguments. Si j'en ai autant, j'ai au moins 10 raisons pour lesquelles moi je me suis battu pour le changement de la constitution. Mais malheureusement, vous savez, là où il y a le couac, c'est parce qu'il n'y a pas une sorte de coordination au niveau de la majorité présidentielle. Il n'y a pas une coordination au niveau de l'union sacrée de l'opposition. L'union sacrée de la nation. ICN. Vous avez Mbata qui va de son côté, vous avez Bayende qui va de son côté, vous avez Kabouya qui va de son côté. Mais moi, je crois qu'ils devraient mettre ensemble une coordination. Des intelligences. Des intelligences. Ils suivent les arguments ici. Mais la manière dont ils partent, même la population, là, même ceux qui ont cru à la ville morte, c'est parce qu'on leur a dit, oh non, dès qu'on organise le référendum, le FCC, qu'est-ce que je dis, l'AFCM 23 va déclarer autonome la partie qu'elle occupe. Et j'ai vu mon ami et mon frère, Steve Wemby, raconter ou relayer cette information-là. Et quand on fait peur aux Congolais sur base de ça, il y en a qui peuvent être séduits. Mais aujourd'hui, il faudrait qu'on mette en place une commission, ou même... Aristote peut être associé. Je vais vous révéler une chose aujourd'hui, par exemple. Du temps de Kabila, lorsqu'on voulait faire passer une opinion, on ne choisissait pas les Diana Gikupa, tous ceux qui défendaient le pouvoir. C'était aux journalistes proches de l'opposition à qui on remettait les arguments pour attaquer. Et ça passait dans l'opinion. Mais maintenant, chez nous, il n'y a pas cette intelligence. Il y avait des réunions des communicateurs. Il y avait des réunions de communicateurs, il y avait aussi les éléments de langage. Aujourd'hui, tout ce que vous attendez, quand vous voyez, vous pouviez être sur la page d'Aristote. Ce qu'il dit, il le dit en un français, chez Makoloko Tambola, il dit dans son français, Papi Tamba dit en son français, c'est lui qui est parti le gros là, Papi Mpungu le dit dans son français, le professeur Momat le dit en son français, mais ici il n'y a pas une coordination. Donc chacun, il va de sa manière, communicateur personnel privé du chef de l'État. Je ne le dis pas à la télé, moi je l'ai déjà dit au chef de l'État en personne. Je l'ai déjà dit à Maman Denis, je l'ai dit quand Kabound était encore président de l'UDPS, je l'ai dit à Kabouya, je le redis, j'ai dit à Mwadiam Vita, je le dis au conseiller MBA du chef de l'État. Donc, vous ne sentez pas la volonté d'organiser une communication structurée de telle sorte à donner les éléments des langages aux gens. Bon,
Voilà pourquoi les gens peuvent facilement accepter ce que Aristote... Et d'ailleurs, Aristote est contre sa propre conviction. Parce qu'il est d'accord que cette constitution doit être changée. Il est d'accord dans son fort intérieur. Réviser. Non, il est d'accord qu'elle doit être changée. Si vous changez, vous allez permettre Kabila être candidat. Kabila, candidat. Avantage. Oui, parce Kabila, que les compteurs sera remis à zéro. Mais malheureusement, il est condamné à mort. Malheureusement, il est condamné à mort. Non, c'est ce que je dis. Non, malheureusement, Kabila ne peut plus revenir. Il est condamné à mort. Donc c'est justement pour vous dire, d'ailleurs, ça devrait être votre pied d'Achille. Ça devrait être votre objectif pour permettre que Kabila revienne. Vous alliez vous battre pour réviser son jugement et qu'il revienne. Mais malheureusement, parce que dans votre fort intérieur, vous vous battez depuis 2015. J'étais avec vous sur plusieurs plateaux. Vous avez cherché qu'on change cette constitution. UDPS était contre. Ah, mais pourquoi aujourd'hui c'est le contraire pour vous? UDPS n'a jamais été contre. Quand Kabila voulait... Parce que le testament, aujourd'hui par exemple, c'est que l'on peut dire du testament de Tiens Tshisekedi à Moulumba. Quand il a dit à mon ami ici qui est devenu aigri, Fabien, qui est en Belgique, il l'a dit, lorsque l'UDPS va entrer au pouvoir, on va changer la constitution. Et si Tshisekedi Félix Antoine est sérieux, honnête, respectueux de l'héritage de son père, il ne peut pas quitter le pouvoir sans avoir changé cette constitution. Parce que nous avons battu campagne contre, moi en 2005, moi personnellement je me suis battu contre la constitution de 2005 ici. Lors du référendum, moi j'avais voté non. Et cette constitution ne peut pas nous permettre d'aller plus loin. Vous êtes politologue, vous êtes internationaliste, professeur d'université. Cette constitution ne peut pas permettre que nous et nos enfants, nous puissions accéder au pouvoir. Nous sommes une génération sacrifiée. Je suis le premier licencié en droit. Et en relations internationales, qu'est-ce que je dis? Parmi les premiers licenciés de Joseph Kabila. 2001, 28 juillet 2001. C'est Yorodi Abdoulaye Ndombassi qui est venu me consacrer, me coller les grades à l'université de Lubumbashi. Lui, il a dit qu'il était Sorbonnard. Moi, je suis Kassapa. Mais nous sommes la génération la plus sacrifiée. Mouzé arrive. Il organise dans quelques instants le test pour les territoriaux, pour les administrateurs territoriaux. C'est là où mon grand frère Germain Kapula est passé administrateur. On attendait l'organisation du test des diplomates. Parce que Mouzé voulait... Et Joseph Kabila a fait tuer son père. Et voilà ce que ça nous a amené. Donc nous sommes une génération sacrifiée. Réfléchissons aujourd'hui que vos enfants et nos enfants puissent quand même avoir accès, qui est équitabilité, équité. Pourquoi vous ne pouvez pas laisser, pourquoi vous menacez les gens? Que celui qui veut observer la ville morte, qu'il reste chez lui. Que celui qui veut aller à son travail, qu'il y aille. Pourquoi menacer les gens? Alors, parmi ceux qui soutiennent le changement de la Constitution, il y a les églises de réveil avec à la tête Ejiba et Amampia. Ils étaient dans la rue. Vous avez suivi cette marche. Eh bien, au-delà de l'opposition qui a demandé à la ville morte, il y a eu cette réponse de l'église avec ces membres qui se sont déplacés dans les rues pour réellement dire leur soutien, démontrer leur soutien au changement de la Constitution. C'est la démocratie, Aristote Ngarimé. Oui, c'est la démocratie. J'insiste sur le changement de la Constitution porte seulement pour le maintien de l'actuel président au pouvoir. Là, ça n'a pas sa raison d'être. Mais permettez. Non, ici, parce que j'ai vu au Bénin, le président sortant, il avait changé la constitution et on croyait qu'il allait se maintenir au pouvoir, mais à la fin, il a organisé les élections, il a laissé quelqu'un d'autre. Si changer la constitution pour nos amis, c'est pour maintenir le président de la République, là, on a tapé à côté. Vous supposez. Justement, voilà, on a tapé à côté. Alors, donc, pour les églises, en fait, oui. Vous savez, l'État congolais, c'est un État laïque. À un moment donné, nous devons replacer. De son côté, l'archevêque Ejiba Yamapia a, dans son allocution, souligné le bien fondé de cette rencontre citoyenne. Tous, nous disons la communauté nationale. C'est un État autonome, c'est un État qui n'agit pas parce que l'Église catholique a dit, l'Église de réveil,
l'église Kimbangu. C'est ça, c'est dans la constitution. Maintenant, je crois qu'il faut peut-être proposer une loi pour encadrer la laïcité de l'État. Mais là, l'église des réveils n'a pas donné non, il n'a pas donné d'indication au pouvoir. Même nous avions ils ont marché pour nous avions vécu leur ça. Position par rapport au changement. Ici, je pose d'abord le principe. Je pose le principe. Oui. Nous avons même vécu ça sous Kabila. Kabila a eu la pression de l'église catholique à l'époque. Hein. Vous sentez que l'église catholique faisait pression à Kabila à l'époque. Il faut réviser, il faut changer. Mais nous, les peuples, nous disons, nous sommes les souverains. En tant que souverains, nous avons lancé l'appel au chef de l'État, l'appel au président de la République en disant, nous voulons qu'il puisse faire appel au référendum. Parce que le référendum... C'est ça un État laïque. C'est une loi, il faut proposer cette loi au Parlement. L'État congolais est un État laïque. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, l'État congolais, je n'accepterai pas les injonctions venant d'une confession religieuse. Donc je reste comme tel. Je peux les écouter, mais pas des injonctions pour ne pas me pousser à faire quelque chose. Mais là, maintenant, je reviens par rapport à ce qui s'est passé. Là, il n'y a pas Là, c'est la libre opinion. La Constitution. Tant que la coalition citoyenne pour la nation milite en faveur de l'organisation d'un référendum en République démocratique du Congo, estimant qu'il s'agit d'un mécanisme permettant au peuple congolais d'exercer pleinement sa souveraineté et de faire entendre sa volonté sur les questions d'intérêt national. Lorsqu'il se lève devant comme ça en train de poser un tel acte, et moi qui est dans son église comme fidèle, quelle serait ma position? Je serais inconfortable, je ne serais pas à l'aise. Est-ce que dans son église, il n'y a que des gens qui sont pour cette action? Il n'y a pas le contre. Il ne les a pas obligés de sortir. Justement, mais il ne les a pas menacés. À un certain niveau, je crois qu'il faut laisser ça à d'autres personnalités. Je ne sais pas, hein, c'est ça ma compréhension. Ah, d'accord. Donc là, il est allé, l'État congolais doit rester laïque. L'État congolais ne doit pas subir les injonctions de confession religieuse. L'État congolais doit travailler d'après son programme et sa gouvernance. Bon, si c'est dans le cas où c'est l'Église catholique qui dit non à la Constitution, vous allez tenir le même discours. Mais j'ai dit ici que Kabila a vécu ça. Vous savez que je pense même que l'Église catholique est tendre envers ce qu'elle dit. Vous êtes très intelligent. Mais vous savez qu'on a, je sais que vous êtes très intelligent. On a même dit que les médiocres dégagent. Ça venait de qui? Vous vous rappelez cette phrase-là? Que les médiocres dégagent. L'Église. Donc l'Église doit rester en dehors, l'État doit rester laïque. L'Église peut jouer, former, tout ça. Aristote Ngarimé, c'est votre nom? Ça veut dire quoi? Les chefs. Ah voilà, futur chef, quelque part. Merci beaucoup. Allez, votre réaction? Non, je crois que je suis totalement d'accord avec Aristote lorsqu'il dit que l'Église doit rester en dehors de la politique. Parce que la manière dont on voit les choses se faire, aujourd'hui avec les Cholé, avec Ambongo, avec Mouteba qui même lors de l'érection de la cité d'un camp en ville sainte, dans une prédication, il s'introduit, vous sentez la haine, vous sentez l'aigreur, l'amertume qui le caractérise, parce que Tshisekedi n'a pas mordu à leur hameçon du dialogue proposé par la Senko et l'ECC. Et je n'ai jamais dit que c'est la Senko, parce que c'est quelques évêques, c'est-à-dire Mouteba, Ambongo et Cholé, qui se battent. Et quand vous allez dans l'église protestante, moi je suis protestant, vous avez le pasteur, comment il s'appelle, le président de l'ECC, pasteur Nsenga, Bukundoa et Senga, donc ce ne sont pas tous les pasteurs de l'église protestante. Donc je crois qu'on devra laisser cette question de la politique aux politiciens. Si les pasteurs veulent entrer dans l'action politique, qu'ils intègrent, qu'ils adhèrent aux partis politiques. Je crois que c'est la bonne chose. Mais je pense que l'église de réveil le fait en contrepartie ou soit en réaction de l'église catholique du comportement de ces évêques. Et donc c'est pour montrer que non, nous sommes d'accord pour le changement de la Constitution. Mais moi je dis, et Aristote est d'accord avec moi, que cette Constitution ne permettra pas l'épanouissement de notre peuple, le développement de notre peuple. Nous allons terminer cette émission avec l'actualité, oui, la déchéance de l'ancien gouverneur de l'Ituri. Nous avons cité le général Boyan Kachama Dioni, qui a été évincé, changé par un autre général qui s'appelle comment? Kasongo Mulumba. Kasongo Mulumba aussi, excusez-moi, je n'ai pas très bien prononcé les noms. Voilà, c'est l'état des sièges qui continue. Est-ce que le général
subi des menaces. Aristote Ngari, mais vous êtes content du fait que Luboya soit changé par Kassongo? D'abord, il faut rappeler, c'est une exception. C'est l'homme qui a stabilisé l'Ituri, apparemment. C'est une exception. Les militaires sont les hommes de caserne. Leur place, ce n'est pas dans la gestion de la cité. C'est l'état des sièges. Voilà, j'ai dit une exception. C'est une exception. C'est une exception. Nous devons revenir dans la normalité. Ça, c'est une exception. Même ici à Kinshasa, j'aurais appris que on a nommé... Est-ce que c'est officiel, ça? Je ne sais pas si c'est vrai. Le Général Kabouit. Oui. C'est officiel, hein? Oui, c'est officiel. J'ai appris qu'il a été nommé pour la gestion de la ville de Kinshasa. Pas la gestion, la gestion de l'assainissement de la ville. Donc, les militaires, ce sont les hommes de caserne. Et ils ne sont pas là pour la gestion de la cité. Ne donnons pas l'image comme si nous, les politiques, les intellectuels, nous les hommes politiques, nous avons échoué et nous voulons laisser la place aux militaires. La place des militaires, c'est là. C'est aller combattre, défendre la République, qui nous laisse, nous, les politologues, les politiciens, gérer la cité. C'est pourquoi je dis même, c'est que c'est pas ça là, c'est une exception. Certes, c'est la Constitution. Il faut, c'est normal. Il faut revenir dans la normalité. Il faut revenir, évaluer, faire un constat. Est-ce qu'on a avancé, on a reculé, et revenir dans la normalité. Parce que le militaire, leur rôle, c'est pas de faire ça. C'est une exception. Alors, Joël Cadet, la déchéance de Luboya Nkashama arrive après la présence du président de la République en Ouganda et la signature des accords. Et les gens se posent des questions. On est dans l'opinion publique qui se pose des questions. Est-ce que le chef de l'État a déchu Luboya Nkashama pour répondre au desiderata de l'Ouganda, ou c'est une stratégie pour l'élever peut-être comme chef d'état-major après? Ma crainte serait la première partie de votre question. Si vraiment le chef a obtempéré aux ordres du chef d'état-major général de l'armée ougandaise, qui était en train de, le fils du Museveni, qui était en train de menacer le lieutenant général Luboya Nkashama, Johnny, je vais le regretter. Mais si peut-être c'est pour le préparer à des très hautes fonctions, étant donné, vous avez constaté qu'il y a eu trop de trahison au niveau du haut commandement militaire des forces armées de la République démocratique du Congo, je crois que ça serait une bonne chose. Mais ça serait vraiment ma grande déception, mes profonds regrets, si ça a été fait pour plaire à l'Ouganda. L'Ouganda qui n'est pas, parce que les ADF que l'on nous présente comme les ADF, comme l'armée islamique, ainsi de suite, comme les terroristes, c'est l'Ouganda qui nous attaque. C'est l'Ouganda. Vous avez déjà entendu, il n'y a pas longtemps, que les ADF avaient attaqué une école en Ouganda, mais ils n'ont jamais considéré comme les FDLR une menace aussi bien pour le Rwanda comme pour l'Ouganda. Donc j'espère que ce soit pour une bonne cause, parce que c'est un homme qui nous a semblé, il a développé l'Ituri. Quand vous arrivez aujourd'hui à l'aéroport de l'Ituri, de Bunia, donc c'est un aéroport modernisé, vous avez l'université de Bunia, donc les infrastructures, les infrastructures routières, donc c'est magnifique. Boom immobilier. Boom immobilier, donc vous n'avez jamais connu ça avec des gouverneurs civils, mais en tout cas avec le général Johnny Luboya Nkashama. Nous espérons que le nouveau gouverneur de l'Ituri va poursuivre dans le même élan, de telle sorte à donner du sourire, à donner de la joie à la population de l'Ituri, et à stabiliser surtout et à s'attaquer contre les Kadeko, le mouvement de Thomas Lubanga, les ADF Nalu. Nous croyons qu'il a. Mais je souhaiterais vraiment que Luboya soit récompensé. Si c'est vraiment pour répondre aux desiderata de l'Ouganda, je vais le regretter. Mesdames et messieurs, c'est par ces mots que nous allons clôturer. Mais j'avais juste un dernier mot. Un dernier mot, c'était pour féliciter le président de la République. Au moins, nous avons connu un combattant qui a été élevé au rang de directeur général d'une agence, je crois, de médicaments, le professeur Paul Chilumbu. Au moins, il l'a fait. L'élévation également, la reconduction du professeur Kizaba Godefroy à la tête de la NADEC. Nous félicitons cela, mais je condamne personnellement en ces moments les manifestations contre le DG de Kibali Gold Mining, le directeur général de Barrick Mining, directeur pays, M. Cyril Mutombo, qui a enrichi beaucoup de jeunes de la province de Haut-Ouélé. Il les a rendus riches, il leur a accordé des marchés, mais aujourd'hui, certains politiciens manipulent la jeunesse contre lui pour exiger son départ. Cela doit cesser. On doit compter sur
aujourd'hui, ce n'est pas aux entreprises privées de promouvoir la population, c'est à l'État congolais. Mais ce que Bali a fait, je crois qu'on doit arrêter cette manipulation politicienne pour faire partir Cyril Mutombo, qui a fait du bon boulot pour la population de Haut-Tuélé, d'abord comme directeur du social et puis comme directeur général ou directeur pays de Barrick Mining. À l'époque, c'était Rand Gold Mining. Aujourd'hui, voilà un peu ce que je voudrais ajouter comme commentaire. Quand je vous vois parler d'Ekibal Gold Mining, je vous vois à Ouacha. Très bien. Alors, dis-moi un peu, je serai injuste, je ne vous accordez pas. Mot de la fin. Vous avez de belles lunettes. Vous voulez coiffer. Crispin, j'aime votre chaîne, le confort, l'organisation, tout ce que je vois ici. Ça aussi, je devais féliciter. Sincèrement, c'est de l'excellence. Chaque jour, quand je viens simplement ici, congolais. Je suis séduit. Maintenez ce cap. Je crois que vous irez encore très loin. C'est vraiment de la classe, de la propriété. Et c'est rare qu'on invite quelqu'un un peu au l'offre à boire. Donc, qu'est-ce qu'on a offert? Qu'est-ce qu'on a offert? Il ne faut pas divulguer les secrets. On n'a rien dit. Merci pour ça. Nous restons disponibles pour le futur. Merci beaucoup à vous pour ce débat à la hauteur de la République démocratique du Congo, parce que nous sommes suivis en RDC, mais aussi au Congo-Brazza. Nous sommes suivis dans le Congo central, nous sommes suivis au-delà du Bandundu et sur Internet. Nous sommes sur Blue OTT. On peut nous suivre partout dans le monde. Et merci d'avoir suivi cette émission Bon Week-end, qui a été animée avec beaucoup de jovialité par ma personnalité, parce que je vous aime bien et vous aimez votre chaîne SVTV, Sacré Vision Média, Canal Pro. Restez branchés. À la prochaine.